Le cercle RH avec mes invités, des nouveaux visages d'ailleurs dans ce cercle très fermé des experts de Smart Job pour parler aujourd'hui, vous l'imaginez bien sûr de ce débat sur la vaccination, ce variant Delta, de ces menaces, confinement, pas confinement qui évidemment inquiète vous qui nous regardez, mais aussi les chefs d'entreprise qui avaient demandé à leurs salariés de revenir dans l'entreprise et on nous annonce peut-être que de nouveau il faudra reconfiner, réorganiser. C'est évidemment une situation difficile. Et on va parler des retraites, puisque ça c'est le serpent de mer, c'est le chiffon rouge, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Le débat des retraites, faut-il réformer, quand, comment on peut le faire, avec le président qui a lancé ce sujet, avec le ministre de l'économie qui a relayé. On en parle avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le débat des experts. Fondatrice de l'agence de conseil éthique Just Business et enseignante au CELSA. Vous avez accompagné des dirigeants, on en parlera avec vous dans quelques instants, puis on va commenter l'actualité avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Jean-Claude Beaujour est à ma gauche, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, moi je changerais le titre de votre livre, si la France gagnait la bataille de la vaccination. On pourrait faire un titre à votre livre. Mais il y a effectivement le problème de politique internationale. On s'est rendu compte que la globalisation, c'était aussi une politique de santé qu'il fallait envisager au-delà de nos frontières. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas rester enfermé tout en maintenant le principe de souveraineté. On ne peut pas rester enfermé dans nos frontières, c'est inimaginable. D'autant qu'on a toujours des signes avant les crises françaises, qu'on voit les Britanniques qui confinent plutôt que nous. On se dit, oh là là, ça va être dangereux. Et évidemment, ça arrive. On ne peut pas faire tout seul. C'est inimaginable de se dire qu'on va pouvoir vivre tout seul dans notre coin et faire notre politique de santé. Et on parlera peut-être, si on a le temps, de la polémique sur l'Espagne et le Portugal, où un ministre dit qu'il ne faut surtout pas aller là-bas, qui était quand même, me semble-t-il, d'une très grande maladresse. Cyril de Kéral, merci d'être avec nous. Nouveau visage dans notre cercle fermé des experts, président et cofondateur de Powell Software et vice-président des EDC. Vous y tenez beaucoup, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Exactement. C'est un plaisir d'être là. Commençons d'abord par l'actualité, parce qu'on avait envisagé de parler des retraites, mais reconnaissons que cette situation virale avec ce variant Delta est inquiétant. Regardez cette petite animation, elle est très très courte. Le calendrier, aujourd'hui, évidemment, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux, ça c'est important. Et puis demain, en tout cas lundi, après ce week-end, il y a un conseil de défense, de nouveau, où en général, quand on indique un conseil de défense, voilà, on le voit, c'est en général une situation inquiétante. Olivia, votre état d'esprit, parce qu'il y a un grand débat qui vient de s'ouvrir et qui est ouvert. Faut-il vacciner d'une manière obligatoire les soignants? Et puis arrive un autre débat encore plus important. Faut-il soigner obligatoirement, vacciner tous les Français? Quel est votre regard sur cette question? C'est assez compliqué. Alors c'est vrai que lorsqu'on est obligé de contraindre, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à convaincre. Donc il y a toujours un sentiment d'échec. Mais en même temps, avec l'arrivée du variant Delta, on voit mal comment faire autrement. D'ailleurs, je pense que ça va dans le sens des mesures qui vont sûrement être annoncées la semaine prochaine sur un vaccin obligatoire. Alors soit clairement obligatoire pour les soignants, ou alors tout simplement très contraignant, c'est-à-dire rendre la vie des personnes non vaccinées très compliquée, puisqu'on voit qu'on parle de l'extension du pass sanitaire pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, dans les théâtres. Donc finalement, ceux qui ne sont pas vaccinés... C'est un peu hypocrite tout ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que, et surtout en ce qui concerne les soignants, ce qui paraît quand même assez incroyable, c'est de se dire que depuis le début, toutes les mesures qui sont mises en place sont là pour protéger les plus faibles. Et ça paraît quand même inimaginable aujourd'hui qu'on puisse aller dans un hôpital ou être dans un EHPAD avec des gens pas contaminés évidemment. Par les personnes qui vous soignent, qui d'ailleurs sont soumises à d'autres types de vaccinations obligatoires. Donc le Covid, ça serait finalement une vaccination en plus. Un des éléments de plus. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que la France, c'est quand même pas le champion. Enfin, au niveau des vaccins, il y avait quand même une grande partie de la population assez réfractaire. Qui avait baissé quand même. Qui a baissé avec du coup le confinement, puisque le vaccin protège à 100% du confinement, l'a rappelé le porte-parole du gouvernement. Mais il y aura toujours 20% des Français très réfractaires et qui voient le geste, le fait de ne pas se vacciner comme un geste avant tout politique. Citoyen, une sorte de liberté. Je suis libre. Il y a des mouvements politiques d'ailleurs, il y a quand même quelques acteurs politiques. Juste, Jean-Claude Beaujour, sur le plan constitutionnel, il y a un débat. Alors, vous le soulevez, le citoyen dit « je suis un citoyen, je suis libre de ne pas me faire vacciner ». Est-ce que le débat sur l'obligation, il faut le mettre sur la table? Bien sûr, sur le plan juridique, chacun doit l'intégrité de son corps. On est libre de se faire soigner, pas soigner, de mourir, de pas mourir, etc. Pour autant, le Conseil d'État a eu l'occasion d'indiquer dans une décision que lorsqu'il s'agissait d'une politique, lorsqu'il y avait un enjeu sanitaire, le fait de contraindre à la vaccination n'était pas
disproportionnée par rapport à la liberté que chacun a sur son intégrité. Juste équilibre. C'est la première La chose. mise en danger de la vie d'autrui. Je voudrais dire deux petites choses rapidement. Allez-y. La première, c'est que moi je veux bien entendre ceux qui sont réfractaires. Il y a des gens qui ont peur, qui disent je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas dans combien de temps je pourrais me faire vacciner parce que j'ai peur pour l'infertilité, pour les conséquences secondaires. Je voudrais simplement dire que malheureusement, il n'y a pas de médecine sans risque et même lorsque vous prenez du paracétamol, vous pouvez risquer un accident. Je ne suis pas médecin, mais cardio quelque chose, cervicaux quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien se rendre compte, et pour nous tous, puisqu'on est sur une émission aussi économique, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, si nous devions attendre les résultats, ça ne sera pas avant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Or, nous avons une situation du pays où on ne peut pas continuer à fonctionner, ou alors on se dit très clairement, mais là, très clairement, et là c'est politique, nous, quelle que soit la situation à la rentrée, nous restons ouverts, nous continuons à travailler et il y aura le nombre de morts qu'il y aura la situation. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. De ce qu'on a fait. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. Je dis qu'il faut poser le débat pour que nous prenions collectivement nos responsabilités. Ou alors on dit en amont et dès maintenant, on met en place. Alors il n'y a pas que. Donc c'est-à-dire on remet une pièce dans la machine. Il y a le vaccin, il y a les traitements, il y a les mesures barrières, il y a l'organisation pour la rentrée parce qu'il nous faut nous préparer et le gouvernement doit anticiper quelle que soit sa décision. Thierry Le Gall, émission économique, vous êtes chef d'entreprise et je vous la pose parce que vous représentez aussi les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qui est un réseau très très riche de chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut aussi dire à vos salariés écoute, je souhaite que tu te vaccines. De la même manière qu'un État, et ça c'était un sujet, puisse imposer à des citoyens la vaccination, est-ce que vous dites l'entreprise doit prendre sa part aussi dans cette vaccination et l'accélération de la vaccination ? Moi je pense que l'entreprise doit favoriser la vaccination parce que c'est important. Après, je ne suis pas trop pour forcer. Enfin, on a été assez traumatisés par le premier confinement quand même. Ce qu'on a vécu, c'était quand même assez traumatisant. Et ils sont revenus, vos salariés, vous, ils sont Oui, enfin, nous, on va rester finalement en full télétravail quand même, avec une journée par semaine au bureau. Ça. Voilà. Donc, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se passe, et donc en fait, il faut les inciter. Il faut les inciter à aller se faire vacciner. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on fasse pour une personne plusieurs tests PCR remboursés totalement chaque semaine, chaque mois, et puis derrière on ne passe pas de confinement. Oui. Valérie Pécresse, ce matin, disait, j'entendais sur une chaîne concurrente, il faut maintenant faire payer ces tests PCR pour le confort, pour partir en voyage. Il faut les payer. Faisons payer les tests PCR et les gens vont se vacciner. Exactement. Juste une précision juridique quand même, c'est important. Le droit du travail n'autorise pas n'autorise pas un employeur à obliger. On ne peut pas interdire un salarié d'entrer s'il n'est pas vacciné. Voilà. Ça, c'est clair. Olivia, excusez-moi, vous avez accompagné des dirigeants, vous avez une entreprise de conseil. L'économie, c'est la confiance. Depuis 3 semaines, c'est vrai que les Français retrouvaient un peu le chemin des cafés, retiraient le masque dans la rue, pensaient à leurs vacances. Et tout d'un coup, là, aujourd'hui, et dans les jours qui vont venir, pendant tout ce mois de juillet, on va commencer dès lundi à nous dire attention, il ne faut plus aller là, il faut remettre le masque. Enfin, sur le plan économique, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. Non, effectivement. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, même le président Emmanuel Macron parle de guerre contre le virus. Et dans la guerre, vous avez le front économique, mais aussi la guerre psychologique. Et là, on est quelque part en plein dedans. C'est-à-dire que pour le moral de Français, qui impacte directement sur l'engagement qu'on a au travail, sur l'envie de consommer, sur la possibilité de le faire, effectivement, ça aura un impact. Et surtout, en tant que chef d'entreprise, on voit bien aussi, du côté des salariés, beaucoup d'entre eux ont quand même toujours cette peur de revenir sur leur lieu de travail à cause du variant Delta. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas vaccinés. Donc effectivement, cette donnée psychologique, elle rentre en jeu. Et c'est toute la difficulté de gérer ce virus pour le gouvernement, parce que vous avez la lecture économique, la lecture sanitaire, et puis la lecture psychologique au niveau du moral des Français, qui est une donnée très importante en plus, surtout qu'on est quand même dans une année présidentielle. Donc, j'allais y venir. Ça revient à ce que vous dites. Il faut faire des choix stratégiques. En même temps, c'est un peu... moi, je suis un peu gêné de voir que finalement, on est là en train de faire un peu la fine bouche sur les
sur la vaccination en France, alors qu'il y a des pays qui demandent d'avoir plus de vaccins et qui n'en ont pas. Notamment les Africains hier se sont un petit peu, on dit bah voilà, le variant Delta devient dangereux pour nous, mais les systèmes d'envoi de vaccins en Afrique, ça marche pas. En Australie, ils ont décidé de garder le pays fermé encore pendant 1 an parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas suffisamment de vaccins et que ça va être du temps. Nous, on a tout ce qu'il faut. Et là, on est un peu en train de faire la fine bouche. Et je pense qu'il faut que les citoyens se réveillent, quoi, c'est sûr. On nous parle d'une 3e dose. Vous avez entendu ? Oui, alors c'est le président Pfizer, du coup. Bon. Mais effectivement, oui, cette 3e dose, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, au moins pour les personnes les plus fragiles, peut-être à la rentrée. Bon, déjà, essayons de faire en sorte que la plupart des Français soient vaccinés. Et leurs 2 doses, la 3e... Et puis il y a... pas le variant Delta. Et nous sommes vaccinés. Je pense que l'un des éléments qui fait défaut aujourd'hui, on l'a vu tout au long de la gestion de la crise, c'est l'absence d'anticipation. Moi, j'ai le sentiment que parce que le gouvernement réagit trop pas au bord de route lorsque les événements se présentent, ça crée une certaine confusion. Vous voyez, si aujourd'hui, on se disait qu'il fallait à la fois s'il y avait eu un vrai grand plan de déconfinement avec le vaccin et la campagne de vaccination, les mesures prises pour la rentrée, effectivement, il faut conserver les gestes barrières, etc. On aurait le sentiment de cohérence et on aurait le sentiment de stabilité. Et vous avez raison lorsque vous avez dit que la confiance est importante. Aujourd'hui, si on a en plus le sentiment que finalement en septembre on ne sait pas où on va, eh bien oui, nos clients, nos dirigeants, les entreprises qui sont nécessaires au fonctionnement de notre économie ne seront pas au rendez-vous dans leurs résultats. Et cela, ça serait dramatique. Et d'ailleurs... Je prends un verre d'eau pour retrouver ma voix. On va m'apporter un verre d'eau tout de suite. Parce que je suis en train de perdre ma voix en direct. Merci Fanny. On va enchaîner sur évidemment ce débat. Merci beaucoup. Hop, et on va parler des retraites. Voilà. Ah, vous avez été gentil avec moi. La suite, c'est les retraites. Et juste pour relier au sujet politique, il y a eu les retraites, chiffon rouge politique pour vous, ou réel débat, utilité ou pas de lancer le débat là, à 1 an des présidentielles, parce que le variant arrive, est en train d'étouffer ce débat des retraites. C'est pour ça qu'on a démarré par le variant. Utile ou pas de lancer ce débat-là ? Moi, je pense que le sujet des retraites est un sujet vraiment important. On est le pays d'Europe où l'âge de la retraite est l'âge de départ à la retraite est le plus jeune, quoi. Donc voilà, la moyenne en Europe c'est 65, si je me trompe pas, et nous on est à 62 aujourd'hui. Donc il y a sûrement des choses à faire. Donc c'est important de mettre ce débat. Maintenant, est-ce qu'il faut en discuter maintenant ? Est-ce qu'il faut mettre les travailleurs dans la rue au mois d'octobre, novembre, alors qu'on est dans une reprise qui est un peu fragile, etc. C'est peut-être pas le moment, quoi. Peut-être qu'il faut prendre un peu le temps. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a en ce moment aussi quelque chose qui se passe sur le marché du travail qu'on ne mesure pas, mais c'est qu'il y a eu un bouleversement qui est, à mon avis, historique dans la façon de travailler, dans la façon de vivre l'entreprise, et qui fait que derrière, ça va aussi bouleverser nos équilibres et probablement comment on va gérer notre vie professionnelle. Alors, moi je pense qu'effectivement, la nécessité de réformer, elle n'est pas contestable pour les raisons qui viennent d'être données. Nous travaillons, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Et effectivement, il faut revoir l'âge de départ de la retraite. Maintenant, ça n'est pas un sujet que l'on peut gérer ou que l'on doit gérer dans les 2 derniers mois, parce qu'au fond, le 30 janvier, le Parlement sera en situation de politique active pour l'élection présidentielle. Donc à l'automne, c'est difficile de gérer cette réforme avant le 15 décembre. C'est la raison pour laquelle je pense, oui, il faut réfléchir, il faut retravailler au plan retraite, à la réforme des retraites, mais dans le même temps, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il faut que ce soit fait concomitamment avec, j'ai envie de dire, un grand plan de réindustrialisation, de travail sur la création d'emplois en France, parce que si vous dites aux gens, vous allez travailler plus longtemps, vous devez rester actif plus longtemps. Mais dans le même temps, vous dites, on doit fermer des entreprises parce que, ou on doit avoir des plans de restructuration dans les différents groupes ou dans les PME, ils vont vous dire, attendez, c'est inextricable cette histoire. On doit rester travailler, pourtant il n'y a pas d'emploi. Donc je pense que c'est l'occasion d'avoir une réflexion beaucoup plus globale que celle de la retraite, ou concomitamment, sur la réindustrialisation, sur l'innovation, sur la recherche et le développement, pour qu'il y ait concomitamment des propositions pour la création d'emplois. Et je vous dis, c'est ce qui se fait ailleurs,
notamment aux États-Unis. C'est un peu une partie du plan Biden. Vivement la retraite pour moi, parce que c'est que je souffre. Je pense que la retraite utile, le maire dit il faut faire cette réforme, tout le monde dit il faut la faire, parce qu'on est très très loin du compte, mais pas maintenant. En tout cas, je pense c'est surtout un sujet politique. Effectivement, je pense que Emmanuel Macron, depuis le début, se doute qu'il ne va pas pouvoir complètement mettre en place cette réforme. Déjà, on est quand même dans une année présidentielle. Donc du coup, c'est très compliqué de mettre en place de telles réformes l'année précédant les élections. Et puis, il y avait cet inconnu qui aujourd'hui n'est plus inconnu, qui était l'avancée du variant Delta. Mais quelque part, Emmanuel Macron, il était obligé politiquement de préempter ce sujet au moins sur le plan médiatique, puisqu'il faut quand même parler de son quinquennat qui a été un quinquennat absolument contrarié par les Gilets jaunes, par la pandémie. Et ce qu'il veut, c'est se reconnecter avec finalement l'ADN transformateur et formateur de son parti et de son mouvement. Et c'est pour ça que c'était important pour lui, au moins, de préempter ce sujet. Et quelque part, je trouve que le variant Delta lui sauve un peu la mise, parce que quelque part, c'est, entre guillemets, pas la bonne excuse, mais la sortie de secours pour finalement ne pas mettre en œuvre cette retraite qui aurait été de toute façon absolument impossible à mettre en œuvre la veille d'une élection présidentielle. D'accord, mais est-ce que c'est un chiffon rouge dans le sens où c'est une manière aussi d'agiter l'actualité, la communication de la part du président, parce que c'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Il y a une partie qui dit on va aller au bout de l'histoire, on va faire une réforme radicale, brutale. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez entendu les syndicats, vous avez entendu le MEDEF. Moi, je vois mal comment est-ce qu'on irait comme ça frontalement. Et pour une fois, j'ai envie de dire, paradoxalement, les syndicats, même les plus à gauche, sont d'accord avec le MEDEF. Donc, je vois mal comment le président pourrait trouver un espace politique, une audience, y compris dans le pays où effectivement nous avons aujourd'hui un certain nombre de préoccupations. Et je vous dis, la première question qui sera posée, et pour moi c'est important, c'est que la réforme des retraites soit menée concomitamment à un grand plan de développement économique pour la création d'emplois. On n'y passera pas, on ne coupera pas. Effectivement, c'est l'idée, lancer l'idée sur le plan de la communication, c'est peut-être une bonne chose, mais en termes de calendrier, je pense qu'il s'agit plutôt d'un débat qui va être pour le deuxième septennat. Juste, je m'autorise, il y a le débat des régimes spéciaux qui est toujours dans la boucle. Édouard Philippe l'avait évoqué, il y avait la réforme du grand-père, c'est-à-dire celui qui rentrait bénéficiait d'un nouveau statut, mais tous ceux qui étaient encore dans la boîte continuaient à vivre avec le statut. On y touche ou pas rapidement à ces régimes spéciaux? Parce que c'est une clé, enfin je sais pas, je parle à un chef d'entreprise du privé, à chaque fois qu'on parle de la réforme des retraites, on ne peut pas toucher à ces régimes spéciaux, à ces grandes entreprises qui ont leur caisse. Oui, en fait, c'est le sujet. De toute façon, on voit bien aussi qu'en fait, finalement, le fonctionnement des retraites en France, c'est quand même pas très lisible et c'est quand même assez compliqué. Donc les régimes spéciaux, on n'y comprend pas grand-chose. Donc en fait, c'est sûr que dans la réforme, et d'ailleurs dans le rapport qui a été fourni là, par Tirole, en fait, on voit bien qu'il propose aussi que ce soit plus lisible et plus simple. Il faut qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Et donc en fait, il faut simplifier, enlever les régimes spéciaux. Et d'ailleurs, a priori, l'opinion publique est OK pour le retrait. Sauf ceux qui en bénéficient. Tout le monde est d'accord, sauf ceux qui en bénéficient, on est d'accord. Et les syndicats. On est d'accord, parce que c'est ça la réalité. On nous parle de 64 ans quand même. C'est-à-dire que pour les entreprises, vous êtes un chef d'entreprise, il faut être aussi en mesure d'accompagner des seniors et de ne pas les libérer à 55 ans, 56 ans, 57 ans. Enfin, c'est une réalité, ça. Oui, mais je m'autorise, mais dire travailler jusqu'à 64, c'est bien, mais il faut pouvoir le faire. Vous savez ce que je constate comme avocat, beaucoup finalement de cadres, de moins cadres, de personnes qui partent à la retraite aujourd'hui ont une activité entre guillemets plus ou moins professionnelle derrière. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si âgé que cela à 64 ans. Pour le tertiaire. On est pour le tertiaire. Après, il y a des situations qui sont compliquées. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut, si on veut faire partir, on veut organiser le départ, on veut faire travailler plus longtemps, il faut sécuriser l'emploi parce qu'effectivement, on a encore du mal à faire travailler des gens de plus de 55 ans. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et ça va même au-delà de la question des 60 ans, dans beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, à 50 ans, on vous dit, t'es à la fin, on ne sait pas quoi te donner. Je vois des gens souffrir dans le monde du travail. Je vois de grandes souffrances de gens qui sont par exemple placardisés. La placardisation est un drame. Les gens voient,
mais un tel c'était mon stagiaire et il me donne des instructions. Que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, le sujet est le même, y compris dans la fonction publique. Donc il y a un sujet qui, pour moi, qui ne peut pas être traité à l'automne, qui nécessitera qu'il y ait un débat de société et qu'on ait une légitimité populaire et démocratique avec un certain nombre de personnalités pour porter ce type de discours. Sur un référendum, sur l'idée qu'on puisse interroger les Français après tout, leur demander leur avis. Il faut ce débat. C'est un débat de société plus large parce que ça implique les seniors, ça implique les régimes spéciaux, ça implique finalement une refondation de notre modèle, finalement, cette réforme des retraites. C'est très profond, Olivia. Allez-y, Olivia. Merci. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron appelle ça la mère des réformes. Et en même temps, c'est un sujet très explosif. Et on parlait de référendum. Le prochain référendum, ça sera l'élection présidentielle. Donc, effectivement, de toute façon, ce sujet-là, il va s'intégrer dans les programmes de campagne pour la prochaine élection. Et ça aurait été très compliqué pour Emmanuel Macron de mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité politique, surtout avec la gestion de la pandémie, la gestion du Covid, de mettre en place un tel débat? Je ne le crois pas. Pour autant, dans ce duel qui, pour l'instant, a priori, ce sera ce duel-là entre lui et Marine Le Pen. Non, mais encore, on est un an. Mais en tout cas, dans ce duel-là, aujourd'hui, pour défendre, et aujourd'hui, pour défendre son bilan, c'est plus compliqué de défendre son bilan avec des promesses, donc qui n'ont pas été tenues, même si évidemment le quinquennat a été malmené de bien des manières. Avant de nous quitter, une petite note d'optimiste quand même, parce qu'on parle de ce débat des retraites qui inquiète les Français à 64 ans, des réformes, des manifestations, enfin tout ce qui va avec. Et on est en même temps dans une relance économique assez intéressante. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de notre pays. En même temps, le pays repart très fort. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. En ce moment, c'est très intéressant. Une espèce de contraste entre une sinistrose et en même temps une économie qui va pas si mal. Vous êtes d'accord ? Oui, l'économie va bien. Et quand même, on a relativement bien passé la crise en France. Le moral des chefs d'entreprise n'a pas tellement baissé. Voilà. Vous êtes d'accord, Olivia ? En plus, surtout, on accompagne beaucoup les acteurs de la nouvelle économie puisqu'on est très axé sur l'éthique. Et effectivement, quelque part, il y a, comme vous dites, il peut y avoir un aspect sinistre, morose, mais il y a toute cette génération de nouveaux entrepreneurs qui intègrent en fait dans leur entreprise de l'innovation et des éléments concrets pour changer la donne. Et eux, il y a une vraie dynamique et le moral est bon. Il ne faut pas les oublier, les jeunes, parce qu'en fait, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on parle de la réforme des retraites, mais c'est eux qui derrière vont devoir payer, etc. Ils attendent plus de flexibilité dans le travail. C'est la génération YOLO qui veut quelque chose d'un petit peu plus cadré et qui correspondent plus à leurs aspirations personnelles. Donc en fait, il faut compliquer les jeunes en ce moment. Oui, mais bon, c'est vrai que leurs désirs, leurs exigences aussi d'ailleurs. Oui, mais ils ont un peu fait les frais aussi de cette pandémie pour qu'on sauve les plus âgés quand même. Mais dans cette dynamique, il y a des nuances à apporter. Je vois que nous conseillons un certain nombre d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, levée de fonds, tout ça, ça repart très bien. En revanche, nos clients qui sont dans le secteur du transport aérien, du tourisme, là pour le coup, c'est vraiment une situation extrêmement compliqué et on essaie de voir comment est-ce qu'on passe la barre des 2 ans parce que sur les 2 ans à venir, ça sera voilà. Donc il y a cette nuance-là. Il faut tenir et il faut qu'effectivement on cultive beaucoup plus l'adaptation entre l'offre et les compétences et puis les besoins du marché de l'emploi. Ça c'est important. Rappelons qu'Elisabeth Borne voit les syndicats aujourd'hui sur ce débat de la vaccination obligatoire. Il faut le rappeler parce que c'est quand même un débat qui va être tendu. Est-ce que les syndicats vont être, je dirais, des acteurs avec la ministre? Mais c'est quand même surprenant. C'est intéressant quand même que tout d'un coup. C'est comme surprenant cette vaccination obligatoire, notamment pour le personnel médical, qu'on applaudissait il y a un peu plus d'un an et qui aujourd'hui on dit on va vous contraindre. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée. C'est ça. Moi, je serais curieuse de connaître les sanctions concrètes disciplinaires, parce que si vous parlez, les personnes qui sont pas vaccinées dans les hôpitaux, c'est pas les médecins, c'est les infirmières, c'est les aides-soignantes. Et du coup, il y a une vraie pénurie de manœuvres sur ces métiers-là. Là, si on les perd, c'est ce que disait une jeune femme qui travaille dans un EHPAD, et c'est pour ça que je dis que on entend les inquiétudes. Maintenant, il est certain qu'on ne pourra pas, quelles que soient les mesures qu'on prendra, on ne pourra pas rendre complètement opérationnel d'éventuelles sanctions. Donc je pense qu'il y aura, si on devait arriver à cette vaccination obligatoire, il y aura un principe, et puis derrière, on fera comme on le fait parfois, on lèvera le pied ou on sera souple parce qu'on ne peut pas
aujourd'hui, politiquement et socialement, se permettre d'aller à un affrontement avec une partie de la population. Évidemment. Mais il faut continuer à inciter, il faut continuer à rassurer. Et probablement, un dernier point, je pense que probablement le monde médical, les laboratoires, ceux qui font les vaccins, probablement ont à faire une pédagogie sur les conséquences de l'organisation. Alors en même temps, il y a une grande défiance auprès de l'industrie bien sûr, mais il faut trouver des acteurs. Il faut trouver des relais de confiance. Voilà. Il faut trouver les acteurs qui vont pouvoir en parler. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un risque de fertilité pour les jeunes femmes, et je peux comprendre une jeune femme qui soit alertée, et donc ça bloque. Il suffit pas, j'ai entendu monsieur Véran dire, lisez Lancet, vous verrez. Bien sûr, non, tout le monde lit Lancet. Soyons sérieux, tout le monde ne lit pas Lancet, donc il faut trouver les bons acteurs pour pouvoir faire ce travail. Personne ne lit Lancet, ce travail sur le terrain. Mais bien sûr, il faut pouvoir lire. Jean-Claude Beaujour, je vous réinviterai avec une voix de cristal, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'était un peu chaotique. Avocat international en droit des affaires, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation chez Descartes. Merci Olivia Copin, bien sûr vous allez revenir et on fera un débat vif où je serai réactif et j'aurai une voix. Mais vous êtes réactif. Vous avez été extrêmement gentil avec moi. Cyril de Keral, merci, président cofondateur de Powell Software et vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. On termine avec une dernière rubrique. Oui, il y a une dernière rubrique. Comment faire pour retrouver sa voix? Non, pas du tout. C'est un livre, 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Son auteur est avec nous. C'est le livre de Smart Job.